Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que la presse a écrit ce matin. On démarre donc avec le quotidien, la nouvelle expression qui met en sa une nord-ouest et sud-ouest, un terrain électoral miné. Le point que la nouvelle expression a fait sur le terrain indique que si rien n'est fait dans l'urgence, les élections municipales et législatives dans 3 mois dans ces régions ne seront qu'une invention. Le journal a donc parlé de l'absence de certaines autorités administratives dans leur localité, absence de représentation d'élections Cameroun dans presque toutes les régions anglophones, l'insécurité grandissante malgré les assurances du gouvernement. Le journal parle aussi de la session de novembre. Les parlementaires SDF boycottent à nouveau l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs ont déserté l'hémicycle. Ils réclament le dépôt des textes relatifs à la résolution de la crise dans les régions anglophones. Le journal parle aussi des tensions. Les mototaxis secouent Yaoundé. Les conducteurs de ces engins manifestent contre la décision du gouverneur Nassir Paul Biya de leur fermer l'accès au centre-ville, ce qui a d'ailleurs paralysé la circulation dans la ville de Yaoundé. Et puis enfin, en page internationale, le journal La Nouvelle Expression parle du cadre de réflexion sur la gouvernance mondiale, le 2e forum sur la paix, auquel prend part le président de la République Paul Biya. Il s'agit de gagner la paix et la transmettre aux générations futures et enfin encourager la coopération internationale et l'action collective. Ce sont là les défis de ce 2e forum pour la paix qui se tient à Paris. Voilà donc pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Messager met en ça une crise anglophone. Biya, un collier encombrant pour Macron, le journal pose la question. Par voie de courrier, une 50aine d'universitaires demandent au président français d'encourager son homologue camerounais à participer ouvertement pour parler de la paix menée par la Suisse en vue de mettre fin à la crise anglophone, à la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal parle aussi de l'Assemblée nationale, parlant ainsi de Kaba Yegué Djibril au pays des merveilles. Hier, à l'ouverture de la dernière session de la 9e législature de la Chambre, son président a dit tout le satisfait de la représentation nationale au moment où la nation camerounaise est au plus mal. Curiosité d'une communication matinée, de chauvinisme, écrit le journal. S'agissant donc du grand dialogue, Kaba Yegué Djibril qui affirme le Cameroun était projeté au devant de la scène planétaire, polarisant ainsi pendant plusieurs jours et arrachant au bout du compte le satisfait de la communauté internationale ainsi que des partenaires bilatéraux. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien Le Messager. Ouest Echo parle de nouvelles humiliations pour le chef de l'État du Cameroun à l'extérieur. La brigade anti-Sardina cogne là où ça fait mal. Insubmersible et tout puissant dans son pays, le chef de l'État du Cameroun est de plus en plus en difficulté lors des sorties internationales. Entre ses opposants et lui, qui aura le dernier mot? Le journal pose la question. Élections municipales législatives sans retour de la paix au nord-ouest, au sud-ouest. Paul Biya a-t-il programmé la disparition du SDF? Le journal indique ainsi, faisant ainsi allusion à cette exigence du SDF qui voulait bien que la paix revienne dans ces régions anglophones, des régions qui sont d'ailleurs constituent le bastion électoral du SDF. Sans ce bastion électoral, le SDF est appelé pratiquement à sombrer, à mourir. Et puis voilà pour ce qui est donc du journal Ouest Echo, le journal L'Œil du Sahel qui parle de l'extrême nord avec l'insécurité. Le village Gumbouldi se vide après le départ de l'armée, après le démontage d'un poste de l'armée, après le départ des militaires. 1 heure après, les populations ont commencé à quitter le village ayant peur des exactions de Boko Haram. Le journal Émergence parle du forum de Paris sur la paix. Paul Biya a subi les assauts de la brigade anti-Sardina. Le séjour du président de la République en France est très agité. Toujours sur ce forum, Mo Ibrahim inflige un sale quart d'heure à Paul Biya, parlant ainsi de cet entretien ou alors cette interview que le président de la République a eu avec Mo Ibrahim. Et puis le journal Mutation qui parle de mototaxi, défiance capitale, les conducteurs de mototaxi qui ont donc paralysé la ville de Yaoundé, c'est en dressant même des barricades. Le quotidien Cameroun Tribune revient sur la situation sociopolitique au Cameroun. Paul Biya rassure, le président de la République a annoncé que la recommandation sur le statut spécial des régions anglophones proposée lors du grand dialogue national sera finalement adoptée comme mesure pour sortir ces régions dans la guerre où elle est plongée. Voilà ce qu'on peut retenir ainsi de la revue de presse parue ce matin en kiosque. Place à présent avec nos invités sur ce plateau. Casimir Désiré Tagne, bonjour et surtout bonne fête. Bonjour. Évidemment avec l'actualité qui vous aura marqué, celle qui vous a marqué.
Oui, vous avez déjà introduit quand vous me dites bonne fête, puisque vous savez que je suis notable à Banjul. Vous savez, on dit généralement que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Chez les Sawa, on fête le Gondo, les Bamoun, ils font le Ngon, les Bassa, c'est le Po, et puis il y a même les tout pourris qui fêtent le Féokate, la fête du Bafoussam, c'est le Nyang Nyang. Le Nyang Nyang, mais à Banjul, c'est le Msemtojom, qui est le festival culturel Banjul, qui a démarré d'ailleurs depuis quelques jours et dont l'apothéose est prévue pour cette semaine. C'est pour cela que j'aborde ce joli pain du Msemtojom que vous voyez ce matin. J'invite d'ailleurs tout le monde à se rendre massivement à Banjul le samedi pour l'apothéose du Msemtojom. D'ailleurs, immédiatement après votre plateau, Jean-Paul, vous partirez sur Banjul. Directement sur Banjul. Bonne fête à vous. En tout cas, c'est la seule actualité que vous a marqué. Merci. Joseph Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul. Avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Casimir, et bonne fête encore. Merci. Bon, pour rester dans la culture, cette actualité qui m'a marqué, Jean-Paul Chounial, c'est cette reconnexion des ancêtres. Bassampo Baté, vous savez que nous provenons tous de Ngorli-Touba, c'est cette grotte sacrée, la grotte sacrée de Bassa Mpo est bâtie, c'est dans l'arrondissement de Nyanon, dans le département de la Saraga-Maritime. Donc, on y était ce week-end pour lancer une fête qui s'appelle le Nganbabog, la fête des ancêtres. Donc, une reconnexion bien faite et qui nous a permis de nous ressourcer. Et l'apothéose, ce sera à Pouma, sur l'axe l'eau, là, de jeudi jusqu'à samedi prochain. Donc, ceux qui n'étaient pas le week-end peuvent se rattraper. Parce que nous avons eu saillie de bénédiction. Et les ancêtres nous ont parlé et désormais on sait comment on doit se comporter pour pouvoir ne plus les pousser à se fâcher contre nous. Donc, vous n'avez pas posé le problème de la crise anglophone, la paix qu'il n'y a pas au Cameroun. Justement, c'est pour cela qu'il faut venir à Pouma de jeudi à dimanche pour avoir la restitution de ce que les ancêtres nous ont dit à propos de toutes ces questions. Merci beaucoup Idriss Lissom. Avant de démarrer, on va dire bonjour à notre enseignant qui est au four et au moulin en ce moment à l'Assemblée nationale, le docteur François Wakata Bolvin, qui est le ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées. Idriss. C'est ça, on lui transmet le même bonjour. Allons tout de suite démarrons avec notre premier sujet, le séjour du président Biya en France. Casimir Désiré Tanière, comment vous trouvez cette détermination de la brigade anti-Sardina de suivre le président de la République partout où il est pour perturber son séjour? Je crois que la brigade anti-Sardina joue tout simplement son rôle d'éveil, son rôle d'appel à l'ordre de temps en temps. Et que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la brigade anti-Sardina a posé des pions positifs. Parce que souvenez-vous, avant l'élection de 2018, avant l'élection présidentielle, Paul Biya résidait à peine au Cameroun. Paul Biya était toujours en train de s'en aller, était toujours en train d'aller en Hexagone. Moi, je crois que c'est grâce à la brigade anti-Sardina que Paul Biya se trouve obligé de résider cette fois-ci au Cameroun et de n'aller que quand cela est nécessaire pour des grands sommets. Il n'y a plus beaucoup de brefs séjours privés alors? Il n'y a plus beaucoup de brefs séjours privés. Vous allez voir que même tout de suite, après le sommet qui est en train de se passer à Paris là, immédiatement, quelques jours après, vous allez voir que Paul Biya va être obligé de rentrer au Cameroun pour suivre les affaires du Cameroun. Mais par contre, je crois que il n'est pas toujours de bon ton que les Français laissent la brigade anti-Sardina faire. Il faudrait qu'on sache que la protection d'un chef d'État, ce n'est pas Paul Biya qu'on protège. Ce n'est pas Paul Biya qu'on est en train d'humilier, que la brigade anti-Sardina est en train d'humilier. C'est le Cameroun tout entier. Et la France, qui est notre mère patrie, n'a aucun intérêt à laisser le Cameroun se faire humilier par une brigade qui est juste une horde de quelques petits, je ne veux pas utiliser le mot voyous comme certains parce que c'est des Camerounais que nous respectons. Je crois que l'armée française a tous les moyens pour les tenir à distance et laisser le chef d'État suivre au moins le sommet jusqu'à la fin. Si à la fin, le chef de l'État ne daigne pas rentrer au Cameroun, je crois qu'à ce moment-là, la brigade anti-Sardina pourra reprendre du service pour lui dire que, Monsieur le Président de la République du Cameroun, votre place est au Cameroun,
allez régler les problèmes du Cameroun et ne vous éternisez pas ici en France. Voilà la lecture que moi je peux faire, Jean-Paul. Idriss? Oui, moi la lecture que je fais elle est de deux ordres. Premier ordre, il faut dire qu'on ne se surprenant, il faudrait que le chef de l'État, pour une fois, prenne du recul et essaie de comprendre que se remarque que même dans son entourage, qu'est-ce qui informe la brigade anti-Sardina, qu'est-ce qui leur donne les détails de son voyage, du site, avec tout ce que cela comporte. Je pense qu'il y a des fuites qui commencent par la présidence, ça c'est d'un. Et de deux, alors les Français qui laissent, comme l'a dit Casimir tout à l'heure, la brigade jouer ce rôle, est-ce pas un message au chef de l'État pour le pousser, peut-être pour eux, ils se disent que l'État n'est pas conscient du fait que la charge qu'il a, vu l'âge, avec tout le reste, devrait lui permettre de passer la main, mais il faut aujourd'hui le pousser dans son dernier retranchement afin qu'il puisse prendre cette décision, peut-être que pour eux, il ne veut pas prendre. Donc moi je dis tout cela, c'est... Est-ce que là, entre guillemets, Idriss, c'est pas quelque part une sorte d'hypocrisie diplomatique? Mais la diplomatie, Jean-Paul Chouniat, c'est-à-dire, vous savez, la diplomatie, c'est bien beau. Moi, je n'ai pas fait d'école de diplomatie, mais dans la lecture, dans la compréhension et dans le décryptage de la diplomatie, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus hypocrite que les diplomates. Parce que c'est des gens qui vous sourient, même lorsqu'ils sont en train de préparer un cours sur votre dos. Non, mais je vous dis la vérité, ils ne vont jamais vous le démontrer, ils ne vont jamais s'afficher comme s'ils étaient... C'est ça, la diplomatie. Et la diplomatie, vous savez, face aux caméras, face au monde entier, tout le monde est souriant, vous voyez souvent même les sourires. Même quand on est fâché. Même quand on est fâché. Pourtant, on veut sortir d'une réunion très houleuse où on ne sont pas entendus sur tel ou tel point. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est l'hypocrisie. Et maintenant, c'est une question de stratégie et de pion. C'est-à-dire que quand on est en position de force, on pousse ses pions pour pouvoir tenir son partenaire ou bien en respect au cas où on a une longueur d'avance. Donc moi, je dis, dans ce cas-là, nous vivons dans un monde stratégique. Lorsqu'on est faible, on doit pouvoir réfléchir en tant que faible et travailler pour que, sur le plan diplomatique, qu'on ne soit pas totalement absorbé. Lorsqu'on est fort, on doit travailler dans le sens qu'on ne pense pas que nous, la super puissance, bien la super force, faire de telle sorte que ces gens-là sont des nouveaux esclaves. C'est ce que les diplomates font. Les diplomates font. C'est-à-dire les diplomates des pays occidentaux veulent continuer à nous faire rester des pays qui soumis. Mais ils ne vont jamais le dire. Ils vont donner l'impression que non, ils viennent nous aider, nous accompagner, mais pourtant, pas sur le fond. Quand on observe bien, c'est de ça qu'il s'agit. Et entre-temps, nous n'arrivons pas encore à faire l'introspection, à comprendre que, attention, comment devons-nous pousser? Mais il faut que voir ce que les Asiatiques ont fait sur le plan diplomatique pour réussir à contourner ces Occidentaux. Et aujourd'hui, c'est lever et discuter. Égal à égal. Il faut copier cela de ce côté. Ça, nous le tenons très bien du professeur Koumetchener, pratique protocolaire. Alors, Casimir Désiré Tagna, sur cette visite, alors cette présence du chef de l'État en France, où il y a un groupe d'universitaires qui demande à la France de faire pression sur le président Biya afin que la crise anglophone se résolve au plus rapidement possible. Comment trouvez-vous à peu près comment appréciez-vous cette injonction? Il faut le dire, Jean-Paul, et que cela se dise une énième fois et puis une fois pour toutes. La crise qui secoue le Cameroun ne peut être résolue par les Camerounais. Personne ne peut venir nous imposer quoi que ce soit. Il faut seulement regretter que récemment, il a été organisé à Yaoundé des assises. Le grand dialogue national. Porteur d'espoir. Le grand dialogue national qui était porteur d'espoir et qui, on croyait que après ce grand dialogue-là, la paix devait revenir au Cameroun, la paix devait être retrouvée dans le Nord. D'ailleurs, le sujet de la convocation de ce grand dialogue, c'était les voies et moyens pour que la paix soit retrouvée dans le Nord-Ouest. Malheureusement, les résolutions ou bien les recommandations sont rapidement passées dans les oubliettes. Et un mois et demi après, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on attend. Et là, je crois que c'est peut-être pour cela que ces universitaires peuvent croire tenser le chef de l'État pour qu'il ramène rapidement la paix. Mais je dis, ce n'est pas à eux de trouver les problèmes, même pas à un pays occidental, même pas aux puissances occidentales. C'est à nous-mêmes, c'est aux Camerounais. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Angleterre et autres, ce n'est pas à eux de trouver les problèmes à la crise qui secoue le Cameroun. C'est un problème camerouno-camerounais et ce n'est que les Camerounais qui doivent trouver ces problèmes. Il faudrait qu'on le fasse le plus rapidement possible et qu'on le fasse avant l'élection couplée
qui est prévu pour le 9 février 2020. Parce que moi, je doute. Et là, je crois que nous allons commenter un peu le titre de la nouvelle expression. Je me demande bien comment est-ce qu'on va organiser les élections couplées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Justement, le 9 février prochain. On y arrive. Idriss, au cours de cet entretien avec Mo Ibrahim, le président de la République, Paul Biya, a indiqué clairement qu'un statut spécial va être adopté pour les deux régions. C'était d'ailleurs une des recommandations du Grand Dialogue national. Comment avez-vous apprécié que l'annonce se soit faite à Paris? Et ça a d'ailleurs animé beaucoup de commentaires là-dessus. Bon, moi, je n'apprécie rien. Je suis dans la ligne de Casimir. Vous savez, nous sommes une république où depuis 37 ans, par exemple, du règne du RDPC, on nous a toujours fait des annonces. Vous savez, il y a toujours eu des annonces à Paris. Je suis le meilleur élève de la France. Il y a toujours eu des annonces à Paris. Je vais entrer en guerre contre Boko Haram. Il y a toujours eu des annonces à Paris. Comme cette dernière, mais c'était, il faut le dire, que c'était une des résolutions du grand dialogue. Donc, depuis que ce dialogue est fini, nous attendons la mise en œuvre des résolutions. Donc, tout le monde aura maintenant les yeux braqués aux sessions du Parlement qui s'est ouvert hier pour voir finalement le projet de loi qui va venir conforter ce que le chef d'État a dit. C'est tout. Nous voulons que cette résolution soit mise en œuvre et on attend d'avoir le contenu de cela. Mais il faut même se demander, Idriss, qu'est-ce qu'on met dans le contenu de statut spécial? Statut spécial. C'est une notion dans tous les cas. Parce que même le grand dialogue qui avait proposé cela au mois d'octobre dernier n'avait pas spécifié qu'est-ce qu'on met dans le statut spécial du Nord-Ouest. Nous attendons de voir le contenu. Et je crois que de ce statut spécial dépendra la fin ou la continuité de la guerre sécessionniste qui sévit dans le Nord-Ouest. Dans tous les cas, le maire adjoint de Yaoundé 6, Saint-Éloi Bidon, avait indiqué que c'était une partie de balade, partage de per diem et photos souvenirs au palais des congrès. Ça, c'est sa vision. C'est sa vision. On reste donc sur ce sommet de Paris en faisant le lien avec l'annonce de ce statut spécial. Jusqu'ici, le quotidien La Nouvelle Expression l'indique, Idriss Lissom, qu'à l'allure où vont les choses, le reporter Frédéric Takan, qui était sur le terrain, indique clairement que les autorités administratives, certaines autorités administratives ont fui leur poste de commandement, les antennes, les différentes représentations d'élections sont inexistantes. Est-ce que l'insécurité aussi grandissante avec des bandes armées qui opèrent en solitaire, comment serait-ce possible que les élections couplées se tiennent? Voilà, donc c'est un dilemme. C'est un dilemme parce que, et vous savez, nous sommes dans un pays formidable. Nous sommes un pays, et je pense que le RDPC joue sur cette carte. Il faut être très malin avec le RDPC. C'est là où moi je suis amusé. Si je faisais la politique, je pense que les politiciens, dans un parti politique, on comparait cela. Le RDPC joue comme on dit, à quitte ou double. Alors, les gens passent le temps sur les choses périphériques. Les gens passent le temps à dire Paul Biya doit partir, Paul Biya monté, descendu, il ne faut pas ceci. Les gens ont passé le temps à dire non, il ne faut pas s'inscrire sur les listes électorales. Après, on lance les élections, maintenant ils vont venir aux élections. Entre-temps, ils n'ont pas préparé véritablement. Parce qu'une élection, ça se prépare. Il faut travailler les militants. Il faut pouvoir, surtout que cette élection, elle est locale. Si vous êtes dans une commune où il y a 40 bureaux de vote, il faut que vous ayez 40 scrutateurs qui vont être présents dans ces bureaux de vote. Il faut que vous ayez travaillé les électeurs dans ce sens. Il faut que vous ayez préparé les candidats. Parce que maintenant, on a convoqué le corps électoral, les gens ont 2 semaines pour pouvoir, on a grignoté 3 jours pour pouvoir préparer leur dossier. Donc tout cela, Jean Pochinat se prépare. Alors, si le statut spécial arrive au courant de cette assemblée et qu'il va dans le sens de pouvoir répondre aux aspirations de nos frères du Nord et du Sud-Ouest, seuls ceux qui seront préparés vont aller aux élections. Mais c'est vrai que si le statut spécial est adopté et qu'on donne une forte autonomie à ces régions, même s'il y a élection le 9 février, ces populations pourront décider de reprendre ces élections dans un contexte plus normal. C'est de ça et ça fera partie de l'autonomie. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça mais le plus important, c'est de voir quel est le contenu qui va se passer de ce statut spécial. Ça, c'est d'un. Et le deux,
que les partis politiques comprennent que malgré toutes les revendications qu'on fait, il faut garder, il faut faire travailler la base, il faut faire travailler les militants, il faut préparer les populations, il faut être toujours apte. Il faut quitter du parti l'éducation civique et citoyenne. Il faut quitter du parti politique qui n'attend que les marches, les ceci, le boucan, à oublier l'essentiel. Parce que les gens vont faire le boucan et même demain, lorsqu'il y aura la place, ils ne verront pas des citoyens. Vous savez que nous avons eu des maires ici qui sont arrivés, mais ils ne savaient pas ce que c'est que la commune. Ils ne savaient pas ce que c'est que la mairie. On a même vu les conseillers municipaux qui sont arrivés et qui sont venus, après l'élection le lendemain, dire aux employés de la mairie que partez, nous sommes là. Ça, c'est vrai que le conseil municipal n'est pas un employé de la commune. Donc, vous voulez dire qu'il y a des choses essentielles, l'éducation politique qui doit être faite par les partis politiques qui ne le font pas, mais qui veulent le pouvoir. Et demain, lorsqu'ils auront les communes, seront même à l'Assemblée, ils vont passer le temps à dormir et à faire le truc, ou bien à oublier qu'il faut créer un siège de parlementaire dans sa base et recevoir les populations, récolter, faire des réunions, faire des comptes rendus parlementaires, s'occuper des projets de développement politique qui manque et les partis politiques ne le font pas. Elles font de la contestation, elles critiquent, elles font tout. C'est bien, terminé. Mais elles ont oublié l'essentiel. Et c'est dans ce cadre que quand on arrive à ce moment-là, on se dit, dès que la crise va finir, on voit le schéma, où est-ce que nous en serons? C'est la cartographie. Alors, Casimir Désiré Tagne, sur cette question-là, lors de l'ouverture de la session parlementaire d'hier à l'Assemblée nationale, les parlementaires du SDF ont boycotté la session, ont quitté l'hémicycle, ce qui cadre évidemment avec leur discours de toujours. Tant qu'il n'y aura pas la paix dans la région du Nord, les deux régions anglophones, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que, première question, c'est aussi important, est-ce qu'il n'y a pas aussi là le fait que c'est quand même un bastion électoral du SDF? Avant de répondre à votre question, l'attitude des parlementaires SDF me surprend un tout petit peu. Eux qui sont toujours enclins à boycotter les sessions parlementaires, mais qui ne boycottent jamais les perdièmes des sessions parlementaires, ni les salaires des parlementaires. Ils n'ont jamais boycotté cela. Donc, ils mettent plein les poches et ils font croire aux Camerounais qu'ils sont là pour eux. Mais bon, sur le fond, sur leur attitude, vous avez demandé à savoir si c'est... Parce que d'ailleurs, il y a même un journal, West Echo, qui se demande si Paul Biya ne serait pas en train de programmer la disparition du SDF. Vous savez que le nord-ouest et le sud-ouest constituent les bastions imprenables du SDF. Maintenant que les élections sont programmées dans l'atmosphère qu'on connaît, on se demande bien quelle place sera réservée au SDF. Et tout a été biaisé dès le départ. Rappelez-vous, lors de l'élection sénatoriale, on a été obligé de déporter les grands électeurs. Il ne s'agissait que des grands électeurs. On a été obligé de les déporter parfois par hélicoptère pour aller les faire voter ailleurs. Est-ce qu'on pourra déporter les électeurs cette fois-ci pour les faire voter? Parce qu'il s'agit de l'élection de proximité, où tu dois voter ton maire, ton conseiller municipal, ton parlementaire, ton député. Comment ça va se passer? Et il faut même regarder même au niveau de l'inscription sur les listes électorales. C'est là où je dis que tout a été biaisé. Comment est-ce que vous pouvez admettre que tout le sud-ouest, avec tous ces départements et autres, n'a pu enregistrer que 65 000 votants? Est-ce que c'est possible cela? Et le nord-ouest, quant à lui, a pu enregistrer 595 000 votants. Ça, c'est... Moi, je trouve un peu cela anachronique. Est-ce que c'est même possible? Comment est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que même les 65 000 votants-là peuvent en eux-mêmes trouver l'ensemble des conseillers municipaux et des parlementaires qu'il faut pour eux-mêmes? Et quand bien même ils les auront trouvés, comment est-ce que le vote va se passer ce jour-là? Si même le Premier ministre n'a pas pu voter dans son domicile, dans sa région, est-ce que les simples militants pourront donc voter ce jour-là, le 9 février prochain? Donc c'est des questions que nous nous posons, mais ça nous permet un peu de lancer un coup d'œil kaléidoscopique sur les enregistrements que l'ECAMO a fait pour cette élection, où on annonce 6 985 000 votants sur l'ensemble du territoire camerounais. Un territoire de 25 millions d'habitants,
on n'a même pas 7 millions d'habitants. Et dans les 7 millions d'électeurs, on a l'extrême nord qui arrive en tête avec 1 170 000, suivi du centre avec 1 155 000, et le littoral arrive en troisième position avec 900 000 électeurs. Et ça, ce n'est que des inscrits. On ne connaît même pas quel sera le bulletin valablement exprimé. Donc, j'ai l'impression que cette élection qui est annoncée et qui était pourtant une bonne chose est biaisée dès le départ, et je crois qu'on risque, le risque d'une élection non équitable et non transparent se dessine à l'horizon. Et là, mais cela ne devrait pas justifier les partis politiques qui veulent boycotter. Parce que la politique de la chaise vide n'est pas permise. Et c'est là où je dis justement, il faudrait que les partis politiques entrent en action pour appeler au vote massif de leur population. Nous ne voulons plus le syndrome de 1992, où le SDF avait boycotté, qui a donné l'UNDP 68 députés à l'Assemblée, et l'UNDP a commencé à gonfler comme si elle valait quelque chose, alors que concrètement, l'UNDP ne peut pas avoir plus de 15 députés dans ce Cameroun. Moi, je vais juste réagir à Casimir qui, attention, Casimir, il ne faut pas fustiger les députés. Les élus SIF ont passé leur mandature à critiquer et à poser des actes tels que cela se doit. Vous ne pouvez pas dire, peut-être à un groupe social, les infirmiers, je ne sais pas quoi, les avocats et tout le reste, qui grèvent, qu'à la fin du mois, ils ne vont pas passer à la caisse. Ils vont passer à la caisse parce que le droit de grève est un droit. Non, le droit de grève est un droit reconnu. Ils ont travaillé. Non, pour dire que c'est ce genre de discours justement qui a fait leur travail a consisté à la grève. Non, mais c'est une expression, une manière de s'exprimer. Ils ont donné des conditions, ils disent il faut qu'on résolve le problème du nord et du sud-ouest, ce qui est normal et logique. Et que pour cela, ils ne peuvent pas participer, mais ils sont députés, ils ont été élus, et ils doivent avoir tout ce qu'il faut pour participer. Et surtout qu'ils ont passé, surtout que les élus... C'est ce genre de choses qu'on dit là qui font que les citoyens qui nous écoutent s'attardent, vous savez, les Camerounais s'attarder sur ces détails qui ne sont pas... Pourtant, surtout que les plus importants. Et surtout que les élus SDF ont passé le temps à poser ce problème jusqu'au grand dialogue. On a fait la sourde oreille, il a fallu bien que le grand dialogue arrive. Il faut dire plutôt chapeau aux élus de SDF qui sont restés cohérents jusqu'au bout. Alors Idriss, tel que l'a indiqué Frédéric Takan, Nord-Ouest, ces autorités qui ne sont pas en poste et l'insécurité grandissante, absence d'ELECAM, ça va se passer comment? Le gouvernement va-t-il mettre en place des corridors de sécurité pour permettre à tout ce monde de... Si jamais il y en a encore. Mais tous les regards sont rivés de ce côté-là. Mais on suit quelques leaders de partis politiques qui ont les militants dans ces zones du nord et sud-ouest qui vous disent qu'eux ne peuvent non plus aller vers les militants. Déjà, il n'y en a pas. Beaucoup sont déportés. Et ils ne peuvent non plus aller... que les militants ne peuvent jamais aussi venir vers eux-mêmes pour qu'ils soient investis. Donc, cette situation, Jean-Paul Chounia privilégie le RDPC. Parce que le RDPC a l'arsenal, a les moyens. Le RDPC aura les candidats dans toutes les communes que vous allez voir du nord au sud-ouest. Ça, je vous le dis, ça veut dire qu'ils auront des listes. Les listes là sont déjà prêtes du RDPC. Alors, donc maintenant, c'est pour ça que je disais que les autres vont seulement se cantonner à ça et n'ont pas les moyens que le RDPC a, les moyens de l'État, pour pouvoir le faire. Donc le grand bénéficiaire de cette situation, on va dire tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, c'est le RDPC. Donc pour ce faire, lorsqu'ils auront ces candidats de tous ces... Mais malheur, parce que tout le monde regarde. S'il n'y a que le RDPC dans le sud-ouest, on va aussi dire au RDPC, vous êtes des mauvais joueurs. C'est l'occasion, Idriss, d'appeler les partis politiques d'opposition à plus d'organisation. Quand on veut détrôner une mastodonte comme le RDPC, on ne va pas en rendre aussi dispersé. On essaie de s'organiser. Et je vais vous rappeler, Jean-Paul, que si l'UDC et le MP ne s'étaient pas organisés à la dernière, à une certaine législature, Jean-Jacques Ekindi ne serait jamais député. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des coalitions. Il faut faire des ententes sur certaines circonscriptions, là où vous ne pouvez absolument rien, que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas, et vous soutenez le parti politique de l'opposition qui est le plus en vue pour réussir à battre cette mastodonte que le RDPC qui utilise la machine de l'État pour, comme vous l'avez si bien dit, Idriss Lisson. Alors Idriss, quittons
le nord-ouest et le sud-ouest sont en insécurité. Allons à l'extrême nord, dans le village Gumbouldi, Casimir Désiré Tagnin, un poste militaire a été démonté sur haute instruction de la haute hiérarchie militaire, et juste une heure après le départ des militaires, la population quitte, indiquant qu'ils sont plus en sécurité parce qu'à tout moment, Boko Haram peut revenir. C'est d'ailleurs un reportage qu'on a vu sur Equinox Télévision dans le village, la localité de Mayo Moscota, où les populations sont obligées d'aller dormir à la montagne. Un véritable retour, on laisse le champ finalement à Boko Haram d'agir à sa guise. Je crois que le comportement de la population démontre exactement que les pouvoirs ou bien l'armée n'a pas eu raison d'enlever son poste de contrôle à cet endroit-là. Ne serait-ce qu'à titre dissuasif. Donc, vous savez, Jean-Paul, personne ne peut aller vers la mort. Lorsque vous imaginez que la mort peut arriver, vous ne pouvez que vous comporter comme les populations de Gumbouldi. Ces populations ne pouvaient que fuir. Donc, il est urgent que l'armée se rende là-bas, se remet en position pour la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ça le rôle de l'armée. Idriss? Défaillance de communication, Jean-Paul Chouniat. Ça peut peut-être être pertinent que là, le poste militaire quitte Gumbouldi, parce que vous savez que Gumbouldi est à quelques encablures de Mora, et entre Limani et je crois une autre région de l'extrême nord là, pour dire que ce sont des zones très chaudes. Donc il faut le retenir. Je pense que si l'armée avait communiqué avec tout au moins les autorités traditionnelles de Gumbouldi, les populations, pour faire comprendre et expliquer que ce n'est pas parce que le poste s'en va que la sécurité est complètement lâchée, il devait avoir un problème. Donc c'est un déficit de communication, et ici, comme l'a dit Casimir, les populations qui savent que même quand le poste militaire était là, les gars de Boko Haram faisaient des incursions, et maintenant que le poste même s'en va, ça va être un sauve-occupé. On quitte donc l'extrême nord pour parler de ce mouvement d'humeur des mototaximens à Yaoundé. Casimir Désiré Tagnin, le gouverneur de la région du centre, qui a pris une décision de circonscrire la zone de mouvement de ces mototaxis, et ces mototaximens ne veulent pas entendre. Je crois que Nasseri Paul Biya a la bonne volonté, mais il faudrait qu'il allie sa bonne volonté aux réalités du terrain. Parce que lorsque vous tombez quelque part, ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez là où vous êtes parti. Pourquoi est-ce qu'il y a la prolifération des mototaxis? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Alors, si vous une réalité qu'il a d'ailleurs vécue à Douala. Et il connaît parfaitement cette réalité. Il était l'ancien préfet du Vouri, et qui est le fief des mototaxis au Cameroun. Alors, si vous ne voulez plus qu'il y ait des mototaxis, essayez de donner l'emploi aux jeunes. Essayez de former des universités, de faire des universités qui forment des étudiants prêts à être employés quelque part. J'ai entendu des personnes dire qu'il fallait créer des voies spécifiques pour les mototaxis. Mais je voudrais leur rappeler qu'à Bonabéry, le délégué du gouvernement, Fils Tonen, a créé des routes avec des routes pour mototaxis. Mais ces routes ne sont jamais empruntées par les mototaxis. Donc ce n'est pas là la solution. La solution est ailleurs. Il faudrait donc encadrer les mototaxis à défaut de leur donner du travail. Idriss, au-delà de cette raison, est-ce que quand on voit quand même l'incivisme, la façon dont ces mototaxis roulent quand même, parfois c'est très pénible pour un piéton de traverser la route, même si vous êtes sur le passage clouté, il roule en sens inverse. Est-ce que finalement, même s'il n'y a pas de l'emploi, doit-on se livrer à pareil incivisme quand même? Mais Jean-Paul Chouniat, le problème c'est nous-mêmes. Regardez, lorsqu'une moto-taxi porte 3 personnes et il fait les zigzags, 4-5. Ce sont les clients qui sont de la moto qui vous disent que vous ne nous voyez pas, et ils ne disent pas celui qui fait les zigzags de bien rouler. Donc nous sommes tous complices de cette situation. Dans l'éducation citoyenne des communes, des communautés, des quartiers, des groupes sociaux doit se faire en commençant par les motos. C'est ça, il ne faut pas que les gens fuient les responsabilités. On a laissé faire, nous sommes avec une mauvaise patate entre les mains. Ça nous concerne tous, sinon on va tout subir. Merci Idriss pour cette patate chaude. La pensée du jour, la vérité c'est comme l'herbe, coupez-la, elle repoussera. La vérité c'est comme l'herbe, coupez-la, elle repoussera. C'est un proverbe béninois qui nous vient du maire Jules Hilaire Foka, le maire de Bafoussam 1er. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition.